Salut les amis! Ça fait un moment que je n'ai pas partagé un nouveau témoignage. Oui, je le sais et je m'en excuse. J'espère que vous allez bien au milieu de ce reconfinement et j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Dans cette vidéo, je vous raconterai une nouvelle expérience personnelle. Comme vous savez, je viens du Venezuela et ça fait déjà 7 ans que j'habite ici en Belgique. Et je voudrais vous raconter comment Dieu m'a aidé à entrer dans ce pays. Beaucoup de choses ont changé en Europe au fil des dernières années. Et même pour un Européen, aujourd'hui, ce n'est pas facile de s'établir dans un autre pays de l'Europe. Dans mon cas, je venais en tant qu'Italienne. Mais évidemment, je ne venais pas de l'Italie, je venais du Venezuela et ça fait une grosse différence. Et je vous raconterai pourquoi. On y va! Donc, il y a 7 ans, j'étais au Venezuela et j'ai pris la décision de venir en Belgique pour des raisons particulières. Vous pouvez vous demander pourquoi la Belgique et pas un autre pays comme l'Angleterre, la France ou même les États-Unis d'Amérique. Une des raisons était très pratique. J'avais de la famille par ici et donc j'avais une maison où arriver. En plus, j'avais ma tante qui nous disait chaque année quand il nous téléphonait de venir ici en Belgique et de laisser le Venezuela. Évidemment, j'ai prié pour cette décision et j'ai senti que Dieu était d'accord. Donc je lui ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire là? Je dois travailler, je ne peux pas prétendre vivre sur le dos de ma tante. J'ai analysé la possibilité de venir avec mon diplôme vénézuélien, mais je me suis rendu compte que je devais l'homologuer. Et cette homologation aurait été valide uniquement pour la Belgique. Je me suis dit, donc, si un jour je veux changer de pays, par exemple la France, je dois faire la même chose. Je dois homologuer mon diplôme pour ce pays-là. Donc j'ai vu que ce n'était pas une option très intéressante. Le mieux aurait été d'obtenir un diplôme en Belgique et maintenant la tâche était de trouver un programme d'études. C'était clair pour moi que je voulais continuer dans le même domaine. Donc j'ai prié et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si c'est ta volonté que j'aille en Belgique comme moi je pense que c'est, alors dirige-moi et ouvre-moi les portes. J'ai commencé à chercher des programmes d'études et un premier problème que j'ai vu à ce moment-là, c'était le français. Je ne parlais pas français et je ne pouvais pas me permettre de passer un an à étudier le français pour aller après à l'université. Je ne me rappelle plus comment je suis arrivée sur la page d'un programme universitaire à Bruxelles. C'était en anglais. C'est une université belge et il contenait beaucoup de nouveaux cours que je n'avais pas étudiés au Venezuela. Donc je me suis dit, mais c'est parfait ça, c'est en anglais, c'est une université européenne, donc j'aurai l'opportunité d'avoir un diplôme européen qui est valide partout. C'est l'idéal. Je remplissais toutes les exigences du programme. Et donc, je me suis préparée pour y postuler. J'ai fait toutes les démarches pour avoir les documents officiels de mes études au Venezuela et toutes les démarches pour les légaliser de manière qu'ils soient reconnus à l'étranger. Toutes les portes pour faire ces démarches-là étaient ouvertes dans le sens que j'ai pu avoir tous les documents à temps avant de la date limite imposée par l'université. Il y avait un deuxième problème. Comment allais-je faire pour payer mes études et mes besoins en tant qu'étudiante? J'avais travaillé pendant 3 ans après d'avoir été diplômée. Et donc j'avais mis de côté une certaine somme d'argent qui me permettait de payer la première année du programme, mais je n'avais pas plus pour payer le transport ou mes besoins personnels et ma maman ne pouvait pas m'aider financièrement. J'essayais de chercher une bourse, mais je ne remplissais pas toutes les exigences. Initialement, je pensais venir seule. Ma maman et ma grand-mère allaient rester au Venezuela. Donc, j'ai pensé de chercher un petit travail une fois en Belgique pour voir à mes besoins pendant mes études. Heureusement, les choses changèrent et je n'ai pas eu besoin de travailler
parce que si ça avait été le cas, je n'aurais pu être diplômée. Ça a été dur, surtout la première année. Ma maman décida de partir avec moi et ma grand-mère a aussi été d'accord de partir à 3. Là, les choses changèrent financièrement parce qu'on a eu la possibilité de vendre notre voiture et mettre encore plus d'argent à côté. On pouvait aussi compter sur la pension de ma mère. Le grand blocage au Venezuela, ce qui faisait la différence. Dans un pays normal, quand on a un projet de déménagement pour l'étranger, ce qu'on fait, c'est d'ouvrir un compte bancaire international pour pouvoir retirer l'argent dans le pays où on va vivre. Dans notre cas, il suffisait d'ouvrir un compte bancaire en Europe, puisqu'on allait en Europe. C'était le cas du Venezuela jusqu'en 2003. Cette année-là, le fameux président Chavez créa un système de contrôle des devis. C'est une mesure économique qui se prend pour un certain temps afin d'éviter la fuite de capitaux. Le problème chez nous, c'est que ça a duré trop longtemps et même aujourd'hui, ça existe et c'est plus strict qu'en 2003. Le fait d'avoir ce système de contrôle était un obstacle pour nous parce que nous ne pouvions pas ouvrir ce 10 comptes bancaires internationaux pour pouvoir verser là notre argent, puisque c'était l'État vénézuélien qui contrôlait les devises. C'était l'État vénézuélien qui autorisait à chaque personne voulant aller à l'étranger, soit pour faire du tourisme, soit pour aller étudier, l'achat de devises. Et pour introduire la demande d'autorisation auprès des bureaux de contrôle, on devait préparer un dossier contenant beaucoup d'informations sur le voyage. Pour aller faire du tourisme à l'étranger, c'était un peu plus facile parce qu'il fallait moins de documents, mais pour aller étudier à l'étranger, c'était compliqué. Il fallait fournir les documents d'identité, les coordonnées de l'université, le programme d'études, l'adresse où on allait habiter, la lettre d'acceptation au programme universitaire, la durée des études, une lettre de motivation en expliquant les raisons pour lesquelles on voulait faire ces études, etc. Et s'il autorisait l'achat de devises, il y avait une somme spécifique d'argent que eux, ils allaient verser chaque mois sur le compte de l'étudiant. Je ne sais pas si au début de ce projet de contrôle, ça fonctionnait comme ça, mais dans mon cas, je n'ai pas reçu mon argent chaque mois. C'était le moment de partir et franchement, il n'y avait pas de temps d'attendre la décision de l'organisme de contrôle de devises sur mon dossier. J'ai introduit mon dossier et je suis partie par la foi. J'ai dit à Dieu, tu m'as conduit jusqu'ici, tu m'as ouvert la porte jusqu'ici et je décide de continuer à te faire confiance. Je remets dans tes mains la décision de l'organisme de contrôle des devises et je pars par la foi. Jusque-là, ça a été facile. En Belgique. Nous sommes arrivés en Belgique en septembre 2013, tout juste pour commencer l'université. La première fois que nous sommes allés au bureau des étrangers, un monsieur nous dit « La Belgique n'accepte plus d'étrangers. » Cela était le début de notre cauchemar. Comment ça se fait? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous nous sommes trompés? Nous sommes retournés au bureau des étrangers un autre jour et une dame a pris en charge notre cas. Elle a créé un dossier et commencé à nous demander des documents. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elle nous demanda une preuve de revenu pour montrer que nous n'avions pas l'intention d'être une charge pour la Belgique, ce qui est parfaitement normal et compréhensible. Le problème était que nous n'avions pas cette preuve-là parce que nous ne pouvions pas sortir notre argent et je n'avais pas reçu la réponse de l'organisme de contrôle des devises. Sans cette preuve-là, elle ne pouvait pas finir toutes les démarches administratives qu'il fallait pour nous donner nos cartes d'identité. Il ne pouvait même pas nous donner un document pour aller nous inscrire à la mutuelle, ce qui était aussi une autre exigence de la loi belge pour être en règle. Bien sûr, nous avons bien expliqué notre situation, mais eux, ils ne comprenaient pas. En fait, personne ne comprenait. Ils pouvaient prolonger notre dossier pour 3 mois, et après ce temps, nous devions partir où eux, ils allaient nous envoyer. Ça a été une période très difficile pour toutes, même pour la famille qui nous accueillait.
et qui avaient l'espoir d'enfin nous avoir près d'eux. J'étais très stressée et du coup, je ne pouvais pas me concentrer dans mes études. L'idée de laisser tout tomber et de retourner au Venezuela était affreuse. Et en plus, nous devions dépendre des autres pour avoir du liquide. Tout simplement, nous ne pouvions pas utiliser le distributeur automatique de la banque pour retirer de l'argent. Nous devions dépendre des autres dans le sens que nous devions payer avec notre carte de crédit les courses des autres, par exemple ma tante qui faisait des grosses courses à cette époque-là, pour après être remboursés. Et comme ça, nous avions du liquide. Je me rappelle que plusieurs fois, j'essayais de trouver des collègues avec des grandes dépenses disposés à me laisser payer pour eux avec ma carte de crédit. Et comme ça, après être remboursée, la date limite pour payer l'année académique est arrivée. Je devais le faire si je voulais passer mes examens en janvier. Je dois dire la vérité. J'étais stressée, j'avais peur et je me sentais déçue, perdue, en colère contre lui. La situation avec nos documents était plus compliquée de ce que je raconte ici. Après ma colère et tout ça, je suis revenue à Dieu. Et un week-end, je suis allée me promener dans la forêt qu'il y avait près de chez nous. Et alors que je marchais, je parlais avec lui et je lui disais Seigneur, je suis venue ici pour toi, mais je voudrais avoir accès à tout ce que je ne peux pas avoir accès au Venezuela. Aide-moi, s'il te plaît. Toujours pas de réponse du Venezuela, le temps arrivait à sa fin et j'étais fort préoccupée. Un jour, quand je retournais de l'université et pendant que j'attendais mon train à la gare de Preinalu, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le réflexe d'élever mes yeux au ciel. Comme ça. Je me suis approchée du quai et j'ai élevé mes yeux au ciel et tout de suite, un verset biblique s'est passé par ma tête. C'était le psaume 121. Je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra-t-il? Et alors que cette première phrase passait par ma tête, tout ce sentiment de « je suis foutu » est monté et le passage continuait. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Et là, j'étais soulagée, rassurée. Je connaissais déjà ce passage, mais à ce moment précis, je savais que Dieu m'avait parlé et il m'a donné la foi. C'est comme s'il me disait « Ne t'inquiète pas, je suis là et je vais répondre ». Quand je suis arrivée à la maison, j'ai raconté à ma mère tout ce qui venait de se passer. Et curieusement, ce jour-là, elle a aussi eu une expérience similaire. En septembre de cette année-là, on a reçu un mail de l'organisme de contrôle des devises. Ils avaient pris une décision positive et ils m'ont accordé l'autorisation pour avoir accès à notre argent. Ça a été magnifique, on criait de joie, on voulait le raconter à tout le monde. En février, on avait déjà nos cartes d'identité, on était inscrites à la mutuelle et tout était en règle. Une fois encore, Dieu a été fidèle, il a montré sa gloire et sa puissance en ouvrant les portes qui étaient fermées. Humainement parlant, nous n'avions pas la garantie que ces portes-là allaient s'ouvrir. Rien n'empêchait l'organisme de contrôle des devises de prendre une décision non favorable. Mais une fois encore, Dieu a été fidèle, il m'a parlé, il m'a donné la foi et il a accompli ce qu'il a dit. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Ciao!